moi, je travaille avec les données climatiques à tous les jours. Là. Okay? Donc, je travaille avec les vagues de chaleur, les crues, les précipitations extrêmes. Donc, nous, comme on va vivre en 2050 des bouleversements climatiques. Là. En 2050, là, une vague de chaleur qui arrivait aux 100 ans comme aujourd'hui va arriver aux 5 ans en 2050. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'on devrait être plus agressif sur le fait de limiter ces bouleversements-là au lieu de s'adapter. Okay? Puis c'est pas juste au Canada, je veux dire, c'est mondial. Là. Mais une chose est sûre, c'est que ta question sur les vagues de chaleur et l'agriculture est super importante parce qu'en 2003, lors de la vague de chaleur en France, il y a eu des milliards de dollars de cultures qui ont été perdues. Là. Des fois, dans les revues, dans les articles de journaux, là, c'est pas rare qu'on voit « Ah, ça fait mettons, ça fait 90 ans qu'on n'a pas vu la crue centenale, donc on est dû, là. » Alors que ça n'a aucun lien. Ça serait l'équivalent de dire que si je brasse un dé, ça fait longtemps que j'ai pas obtenu de 6, fait que je suis dû pour obtenir un 6. T'sais. Donc, c'est exactement le même concept, mais les gens, intuitivement, ils pensent ça. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas obtenu de 6, donc je suis dû pour un 6, je vais miser sur un 6. Il faut juste combattre, en fait, l'espèce d'intuition que les gens ont. Que, non, ok, c'est basé sur des vrais chiffres, On reçoit aujourd'hui M. Jalbert, professeur adjoint du département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal, spécialisé surtout dans la théorie des valeurs extrêmes, la théorie de la décision bayésienne et la statistique spatiale et l'hydrologie. M. Jalbert, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Très bien, merci. Vous vous intéressez entre autres dans vos recherches sur les impacts des changements climatiques, entre autres sur les infrastructures qui sont mises en place, j'imagine peut-être plus au Canada pour vous. Et vous vous intéressez aussi au traitement d'importants jeux de données issus aussi de modèles climatiques. On remarque dans vos recherches l'utilisation de modèles probabilistes comme le modèle bayésien pour prédire certaines catastrophes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu brièvement c'est quoi un modèle probabiliste? Un modèle probabiliste, en fait, c'est la façon scientifique de traiter l'incertitude. Okay? Donc, aussitôt qu'on a une incertitude, en fait, il faut la modéliser avec la théorie des probabilités. Okay? Sinon, on n'a pas d'outils scientifiques pour traiter l'incertitude en tant que telle. Okay? Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que quand on a des observations, par exemple, qu'on a 30 années d'observation, ben, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu un phénomène qui ne peut pas se produire. Okay? Donc, il faut traiter l'incertitude qu'on a du fait qu'on n'a pas observé des phénomènes. Okay? Donc, c'est ce qu'un modèle probabiliste va nous permettre de faire. Donc, on a un jeu de données où on a un échantillon qui est fini, puis on se demande, en fait, c'est quoi la probabilité d'observer quelque chose qui est à l'extérieur de ça. Okay? Donc, ça, c'est une branche de la statistique qui est les valeurs extrêmes. Donc, on se demande c'est quoi la probabilité d'observer quelque chose qui est à l'extérieur de ça. Et puis, ce serait quoi l'amplitude extérieure? Est-ce que c'est très loin à l'extérieur ou pas très loin à l'extérieur? Donc, ça, c'est une des premières utilités des modèles probabilistes. Ou en statistique plus usuelle, habituellement, ou plus commune, si on s'intéresse plutôt aux valeurs moyennes, donc avec un échantillon fini, ben, je me demande, la vraie tendance centrale, elle se situe où? J'ai un échantillon fini, est-ce que, dans le fond, c'est juste un hasard que j'ai observé cet échantillon-là ou le signal est vraiment fort? Okay, donc, c'est vraiment les modèles probabilistes nous servent vraiment à traiter l'incertitude de façon scientifique. OK. Puis, par rapport à un modèle déterministe, je ne sais pas si vous voulez aussi peut-être définir c'est quoi exactement, là, mais est-ce que c'est toujours la meilleure manière d'approcher les enjeux comme ceux que vous traitez, d'utiliser un modèle probabiliste ou est-ce qu'il y a les deux ou est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Vous l'avez expliqué un petit peu, ça servait à quoi, mais... Les deux sont complémentaires. Okay? Donc, un modèle déterministe, un modèle statistique, les deux sont complémentaires. Dans un modèle déterministe, en fait, souvent, c'est une simplification de la réalité qu'on va encoder dans un modèle, la plupart du temps, mathématique. Okay? Par exemple, un des
un des exemples qui me viendrait à l'esprit, ce serait un modèle météorologique. Donc, c'est que des équations, en fait, physiques, là, de la mécanique des fluides qui sont encodées dans un modèle informatique, mathématique, okay? Puis on fait des prédictions météorologiques. Mais cette connaissance-là du système météo n'est pas parfaite, en fait. Donc, il y a des incertitudes. Et puis, si on veut, après ça, traiter ces incertitudes-là, ben, la façon de traiter les incertitudes, c'est avec des modèles probabilistes. Donc, je pense que les deux vont de pair. Évidemment, si on avait une connaissance parfaite de la science ou des processus, en fait, physiques qu'il y avait derrière, on n'aurait peut-être pas besoin, en fait, des modèles statistiques puisqu'on n'aurait plus d'incertitudes résiduelles. Mais c'est pas le cas la plupart du temps, donc on a encore besoin d'outils mathématiques pour traiter l'incertitude résiduelle qui nous reste. OK. Puis, quand vous utilisez, bon, ben, j'imagine que vous, c'est quand même votre spécialité, mais comment vous y prenez pour vraiment comme obtenir des résultats assez déterminants ou concrets avec un modèle probabiliste? Est-ce que vous avez vu, ben, c'est des prévisions, mais est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez été en mesure de voir peut-être des résultats concrets ou ce que vous avez prévu était peut-être avait tendance à arriver, vous avez peut-être vu les résultats de vos yeux, ou est-ce que, comment vous faites pour obtenir des résultats assez concrets avec un modèle probabiliste? Ben, en valeur extrême, c'est un peu plus difficile parce que justement, c'est des valeurs très rares, donc on n'est pas souvent là pour les observer. Mais en statistique plus générale, mettons en modèle probabiliste plus général, ben, on l'observe assez souvent. Donc, presque tous les produits d'assurance, pratiquement, ils sont basés sur des modèles de risque justement bien calculés. Et puis, les compagnies d'assurance ne feraient pas d'argent ou ne seraient pas rentables, en fait, si leur modèle probabiliste ne serait pas bien développé en tant que tel. Okay? Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne à large échelle. Peut-être que ça ne fonctionne pas juste pour un client. Donc, peut-être qu'une compagnie d'assurance va perdre de l'argent pour un client comme une année donnée. Mais ce n'est pas ça le but, en fait, d'un modèle probabiliste, de bien prédire exactement pour une personne. Mais c'est comme, de façon générale, on ne se trompe pas de façon générale. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mm-hmm. Puis, quand vous utilisez des données, en fait, des étendues de données, des gros, j'ai oublié mon mot. Des gros jeux de données, oui. En tout cas, ben, est-ce que c'est disponible assez facilement? Est-ce que c'est accessible au public? Est-ce que c'est souvent mis à jour, des données officielles? Et que vous utilisez est-ce que c'est difficile d'obtenir des données avec lesquelles vous pouvez travailler? Je dirais que depuis que j'ai commencé ma carrière de chercheur, donc je suis quand même un jeune chercheur, mais déjà depuis que j'ai commencé ma maîtrise jusqu'à aujourd'hui, les données sont de plus en plus facilement accessibles. Okay? Donc, il y a des portails gouvernementaux maintenant qui nous permettent d'avoir accès aux données climatiques de plus en plus facilement. Les données météorologiques aussi de plus en plus facilement. Il y a un plus grand partage de ces données-là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien pour que la science soit ouverte, justement, que tout le monde ait accès aux données, puis les chercheurs comme moi, en fait, ils ont accès très, très, très facilement. Ce qui pourrait être amélioré, par exemple, ce serait l'accès aux données de sinistres. Okay? Par exemple, nous, les chercheurs qui font de la recherche en environnement, on n'a pas accès aux gens qui ont eu des sinistres. Par exemple, si quelqu'un a fait une réclamation pour des dommages causés par le vent ou des dommages causés par la pluie ou des dommages causés par une inondation. Les compagnies d'assurance, habituellement, gardent cette information-là confidentielle parce que c'est un peu leur avantage concurrentiel par rapport aux autres assureurs. Okay? Donc, les données, pour eux, c'est leur avantage concurrentiel, donc ils ne veulent absolument pas les partager. Mais pour nous qui faisons de la recherche en environnement, ben, ça serait des données qui seraient extrêmement utiles pour nous. Oui. Ça serait intéressant de les avoir, mais en même temps, on comprend qu'ils ne veulent pas nécessairement les partager. Puis est-ce que vous pensez que les données, justement, qui sont peut-être plus accessibles depuis quelques années, est-ce que vous pensez que c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est peut-être parce que les enjeux climatiques sont peut-être un petit peu plus considérés en règle générale? C'est peut-être un petit peu plus une priorité. On voit que ça commence à avoir des conséquences quand même assez graves. Est-ce que vous savez peut-être pourquoi ces données-là sont plus accessibles au public? C'est peut-être juste par rapport à l'évolution de la technologie, l'accessibilité de l'information, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez...
J'aurais de la difficulté à répondre à votre question. Je sais pas s'il y a je sais qu'il y a une tendance vraiment comme mondiale vers l'ouverture des données de la science aussi. De plus en plus de chercheurs publient de façon libre leurs travaux, publient les données aussi de façon libre. Je pense que c'est vraiment une tendance mondiale. Puis on le remarque aussi sur plusieurs paliers de gouvernement ici au Canada. Tu sais, je travaille avec des données ouvertes de la Ville de Montréal. Tu sais, je ne sais pas si la Ville de Montréal a donné ça comme directive de toutes mettre leurs données maintenant ouvertes sur leur site web. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, tu sais, la directive. Est-ce que c'est du gouvernement fédéral, provincial ou c'est une propre initiative de la Ville? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que c'est super pratique pour moi, en fait, d'aller chercher, en fait, les données directement de la Ville. Même chose avec le gouvernement fédéral qui met à jour, en fait, les données d'Environnement Canada ouvertement disponibles. Donc, tu sais, je ne sais pas si tout ce monde-là communique ensemble pour élaborer une stratégie, mais peu importe, en fait, ça marche. Puis nous, en fait, qui faisons de la recherche en environnement, on est super contents que ça s'en aille comme ça. Comment ça se fait que, justement, on a accès à plein de données, comme plein de données, mais plutôt dans les sinistres, c'est comme juste les compagnies d'assurance qui ont ces données-là. Comme dans les faits, est-ce que la ville le voit aussi, puis il y a d'autres entités qui voient ces sinistres-là? Pourquoi ça vient juste des compagnies d'assurance, ces données par rapport aux sinistres? En fait, je crois, et là, je suis pas certain, puis j'ai des confrères là, qui se consacrent uniquement sur les problèmes d'assurance, que c'est un domaine qui est très réglementé, en fait, puis ça prend une spécialisation pour s'attaquer aux problèmes des assurances. Mais je crois qu'il y a aussi un problème de confidentialité. Donc, dire que cette adresse-là a eu un sinistre, c'est comme un bris de confidentialité où il y a comme accès à... Il y a peut-être quelque chose ici qui est délicat. Une chose est sûre, c'est que les compagnies d'assurance, eux autres, gardent en banque ces données-là parce que c'est avec ces données-là qui établissent la prime du produit d'assurance et puis, bon, qui calculent combien d'argent il faut qu'ils mettent en réserve pour dédommager les gens, bon, tout ça. Et puis, eux autres, ils gardent un inventaire très, très, très précis par zone géographique, par code postal, en fait, de nombre de sinistrés qu'il y a eu pour tel type de dommage. Et puis ça serait précieux pour nous, mais on n'y a pas vraiment accès pour des raisons, c'est ça, concurrentielles pour les compagnies d'assurance. Puis du point de vue gouvernemental, le gouvernement ne veut pas nous donner cette information-là sur les citoyens. OK, je comprends. OK. Disons, les inondations qu'il y a au Québec qui sont peut-être un petit peu plus importantes, est-ce que, c'est ça, vous devez avoir des chiffres quand même de combien de gens qui sont touchés, mais est-ce que vous parlez de ce genre d'événements-là, est-ce que vous avez... Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui réclament à l'assurance, des gens qui sont touchés ou quoi que ce soit, mais est-ce que des plus gros événements, là, c'est sûr que vous avez certains chiffres, mais est-ce que vous parlez de ce que vous n'avez pas les informations, en fait, est-ce que vous parlez des sinistres peut-être un petit peu plus à l'échelle individuelle ou les deux, ça marche? Peut-être un petit peu plus grosse échelle et même échelle un petit peu plus individuelle, les deux comptent dans ce que vous dites en ce moment? C'est que, par exemple, moi, si je voulais faire une étude, je ne sais pas, sur la rivière Saint-Jean sur Richelieu, par exemple. OK, puis j'ai étudié une crue sur la Richelieu en 2011. Ben, j'ai pas accès à qui a été sinistré en 2011. OK, donc je sais, par exemple, la hauteur de la rivière, donc je pourrais faire affaire avec des géographes pour dire, OK, tu sais, je pense que cette maison-là a été touchée, mais tu sais, je peux pas savoir si vraiment cette maison-là a été touchée, tu sais. Puis c'est quoi les dommages, tu sais, qui ont été encourus? Il faudrait que je fasse une demande ou il faudrait que je fasse une autre étude qui a eu accès à ces données. Oui, c'est autant à l'échelle individuelle que des... OK, c'est bon, c'est intéressant. Puis sinon, quand vous faites ce genre de recherche-là, c'est quoi vos résultats que vous recherchez généralement? Est-ce que vous vouliez comme le meilleur taux de précision, des vrais positifs, faux négatifs? C'est quoi qui est privilégié comme type de résultat, puis pour quelle raison? En valeur extrême, donc, ben justement, là, on parlait des crues, donc je peux vous donner un exemple bien concret. Donc, actuellement, le gouvernement du Québec refait la cartographie des zones inondables. Vous en avez peut-être entendu parler suite aux récentes inondations qu'il y a eu les dernières années. Donc, ils refont la cartographie au complet des zones inondables. Et puis, je suis impliqué dans ce projet-là.
Donc, ce qu'on fait, en réalité, je vais simplifier le problème là, vraiment de façon très, 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 très simple. Là. OK? Donc, on a des séries de débits observés, donc de débits de rivière observés. Supposons qu'on a 30 ans de débit. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on extrait le maximum annuel de ces débits-là. OK? Donc, la quantité d'eau maximale qui passe dans une année. Après ça, moi, j'utilise mon théorème fondamental, la théorie des valeurs extrêmes, qui me dit que le maximum converge en loi vers une loi des valeurs extrêmes généralisées. OK, c'est l'analogue, en fait, du théorème limite centrale pour les valeurs moyennes. Donc, on sait qu'une moyenne converge en loi vers une loi normale. Mais moi, je sais que mon maximum converge en loi vers une loi des valeurs extrêmes généralisées. Une fois que j'ai mon modèle statistique qui décrit mon incertitude reliée à mon échantillonnage, si vous voulez, mais là, je peux extraire les quantiles recherchés. Donc, ça serait quoi ma crue centenale qui va arriver? Donc, j'ai mon modèle statistique qui me permet d'extrapoler à une crue centenale. Okay? Donc, je calcule cette crue centenale-là. Et après ça, je donne cette crue centenale-là à une équipe de géographes qui va convertir cette crue centenale-là en hauteur d'eau dans la rivière. Et après ça, eux, ils tracent sur le territoire c'est quoi les zones inondables. Et puis là, ben, ils vont en fait ne pas émettre des permis de construction dans les bandes qui sont inondées plus souvent qu'une fois aux 100 ans. OK? Donc, ça, c'est un projet très, très, très concret que j'ai bien décomposé en étapes. Évidemment, là, c'est simple parce qu'on n'a pas considéré de changement climatique, on n'a pas considéré un paquet de facteurs, là, mais ça serait le projet dans sa plus simple expression. Donc, dans ce cas-ci, OK, pour répondre à ta première question, là, j'ai fait un détour. Là. J'ai fait un détour. Donc, qu'est-ce qu'on veut prioriser? Tu sais, le taux de faux positifs, le taux de bonne prédiction. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut favoriser, c'est la plus petite incertitude à la fin. Okay? Parce qu'en valeur extrême, par définition, les extrêmes sont très, très rares. Okay? Donc, dans ma série d'observations que j'ai, moi, je récupère juste une seule observation par année. Okay? Fait que si j'ai 30 ans de données, ben, j'ai pas 30 fois 365 données. J'ai juste 30 observations, ce qui n'est pas beaucoup en valeur extrême. Okay? Non. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on trouve des stratégies. Justement, c'est pour ça que c'est un domaine de recherche qui est très actuel en ce moment et très actif d'ailleurs. Il faut qu'on trouve des stratégies pour réduire le plus possible l'incertitude. Fait que souvent, on va essayer d'aller chercher de l'information dans les rivières voisines ou ce qui s'est passé à côté ou tirer profit de données auxiliaires, par exemple, pour réduire le plus possible mon incertitude sur la quantité d'intérêt qui est la crue centenale. Okay, donc, c'est ça, dans le cas des valeurs extrêmes, c'est vraiment ça qu'on cherche à... OK. C'est vraiment le défi premier. Là. OK, c'est cool. Sinon, je pense que je vais laisser Ghislain parler un petit peu des enjeux sociaux par rapport à vos recherches, vos domaines de recherche. Ouais, juste avant de passer aux enjeux sociaux, j'avais peut-être encore des petites questions. Par exemple, est-ce que les vieilles données là, qui datent par exemple de 30 ans, est-ce que ces données-là sont autant de qualité que les données d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable d'extraire autant de ces données-là? Ça dépend. En fait, des fois, les données désuètes sont de moindre qualité parce que justement, il y avait une moins grande résolution spatiale ou ils utilisaient des modèles météorologiques ou des modèles climatiques justement qui sont de moins grande qualité ou peu importe la raison, en fait. Mais vous avez parlé tantôt d'un modèle bayésien, OK? Et puis, dans les modèles bayésiens, c'est une façon très élégante et rigoureuse d'introduire en fait, des données qui sont désuètes dans l'analyse de nouvelles données. Okay? Comment on peut faire ça? En fait, c'est dans la loi a priori. Donc, si vous avez fait vos cours de Bayésien jusqu'à maintenant, en fait, vous avez peut-être vu que vous avez deux ingrédients majeurs dans une analyse bayésienne. Vous avez la loi a priori et puis la vraisemblance. Donc, la vraisemblance, c'est les données que vous analysez, en fait. Donc, les données que vous analysez, en fait, vous allez utiliser la vraisemblance pour les traiter. Mais vous pouvez utiliser de l'information qui proviendrait d'une autre source de données dans votre loi a priori. Et c'est une façon vraiment élégante de combiner les deux jeux d'informations. Okay? Même si les informations sont désuètes, vous l'utilisez comme loi a priori et puis ça va contribuer à améliorer en fait votre information que vous avez après avoir considéré les données et les données qui étaient désuètes.
OK, parfait. Puis en restant comme dans ce chemin-là, là, on y a touché un petit peu tantôt, mais est-ce que c'est possible de prédire justement certaines catastrophes qui n'ont pas eu lieu dans les données, comme justement avec des lois a priori qui pourraient être informatives ou non informatives? Oui, en fait, c'est ce qu'on fait presque tout le temps, parce que la plupart du temps, au Québec, par exemple, okay, donc on a des petites séries d'observations, donc on a 30 ans de jeux de données, okay, grosso modo, là, donc la probabilité qu'on ait observé une crue centenale, okay, ou une tempête du siècle, par exemple, est super petite, là, okay, donc, la probabilité qu'en 30 ans, on ait observé la tempête du siècle est vraiment petite. Donc, on cherche à partir de ces 30 ans de données-là, OK, ben, ce serait quoi la tempête du siècle qu'on pourrait observer? OK? Fait que souvent, on extrapole justement plus loin. Donc, on se demande, OK, ben, ce serait quoi la sévérité d'une tempête du siècle ou d'une crue du siècle, si vous voulez. OK, parfait. Puis justement, est-ce que c'est possible de réappliquer ces recherches-là pour d'autres problèmes que les inondations, par exemple, comme des tornades ou des choses comme ça, où ça devient comme un modèle complètement différent? Ben, en valeur extrême, qui est mon champ d'expertise, moi, je l'applique surtout pour les vagues de chaleur, les crues, les étiages, c'est-à-dire les faibles niveaux de débit, et les précipitations extrêmes. Okay? En environnement, il y a aussi un gros un gros domaine de recherche qui est les tremblements de terre aussi. Donc, ce serait la sévérité des tremblements de terre. Après ça, il y aurait la sévérité des ouragans, etc. Donc, tout ce qui est extrême, en fait, on peut le modéliser avec les extrêmes. Puis après ça, ben, il y a la théorie peut s'appliquer aussi à d'autres problèmes qui sont non environnementaux. C'est-à-dire une grande branche de la théorie des valeurs extrêmes s'attaque au domaine financier, donc à la gestion des portefeuilles. Ils veulent savoir si les portefeuilles sont suffisamment robustes aux fluctuations du marché, donc ils utilisent la théorie des valeurs extrêmes pour ça. Donc c'est une théorie qui est très, très souple, donc c'est des théorèmes fondamentaux qui peuvent s'appliquer peu importe l'application. OK, parfait. Bon, si c'était bon pour ce volet-là, on va passer tout de suite au volet social. Justement, là, pour voir c'est quoi l'impact de ces prédictions-là pour les citoyens. Fait que on s'attend à ce que, justement, on a parlé, que le modèle probabiliste ait un certain taux d'erreur, même si on essaie de minimaliser justement cette incertitude-là. Mais les erreurs qu'on peut faire, est-ce qu'ils peuvent être graves? Est-ce que ça peut avoir des impacts vraiment très, très négatifs? Oui, en fait. Et puis, c'est toujours très difficile à expliquer, même à des scientifiques, là, les probabilités. Tout le monde pense que c'est facile, les probabilités, puis que c'est très intuitif. Mais c'est étonnant comment non, en fait. Et puis, comment beaucoup de gens font encore des erreurs d'interprétation. Des fois, dans les revues, dans les articles de journaux, là, c'est pas rare qu'on voit « Ah, ça fait mettons... ça fait 90 ans qu'on n'a pas vu la crue centenale, donc on est dû, là. Alors que ça n'a aucun lien. Ça serait l'équivalent de dire que si je brasse un dé, ça fait longtemps que je n'ai pas obtenu de 6, fait que je suis dû pour obtenir un 6. T'sais. Donc, c'est exactement le même concept, mais les gens, intuitivement, ils pensent ça. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas obtenu de 6, donc je suis dû pour un 6, je vais miser sur un 6. Donc, c'est très difficile à expliquer. Et de façon analogue aussi, si on a vécu la tempête du siècle l'année passée, ben là, les gens vont se dire, ben, on n'obtiendra pas la tempête du siècle cette année. On ne vivra pas une deuxième tempête du siècle en 2 ans. Mais non, on revient à zéro une fois que c'est vécu. Donc, c'est toujours très difficile à faire, à expliquer aux gens. Puis aussi, le fait que le territoire est tellement vaste aussi, c'est que c'est sûr que ça va se produire à un moment donné sur le territoire qu'en 2 années de suite, on ait 2 tempêtes du siècle parce qu'on a juste tellement d'opportunités partout. Donc, ça va arriver. C'est rare, mais on a tellement d'opportunités partout que ça va arriver à un moment donné. Puis c'est ça qui marque les gens. Puis là, ils pensent que
qu'on a tort, mais non, c'était prévu, c'était calculable. Ben, il y a aussi tellement tellement de facteurs qui entrent en jeu, puis justement, les changements climatiques, ben, même si ça fait 100 ans que tu n'as pas eu de tempête, après ça, tu pourrais en avoir 2 de suite. Comme, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer par exemple, des tempêtes, mais je veux dire n'importe quel événement climatique, pas... Tout à fait. Ben, Ouais. oui, on pourra en parler des changements climatiques, mais ça impacte beaucoup les événements extrêmes. Là. C'est justement ça, faut maintenant en tenir compte. Là. OK. Puis justement, si jamais il y a des erreurs qui sont faites, qui sont commises par rapport à une prédiction, comment expliquer au monde qu'il faut se fier aux prédictions malgré l'erreur qui a été commise? Ben, je ne sais pas si c'est une erreur de prédiction plus que c'est ce qu'on observe. Okay. Tu sais, ça serait l'équivalent de dire, tu sais, la probabilité d'obtenir, par exemple, 3 piles de suite, si je lance à pile ou face, c'est super faible. Tu sais. 3 piles consécutives est quand même super faible. Mais tu sais, si je joue suffisamment longtemps, c'est sûr que ça va arriver. Tu sais. Mais c'est un peu ça. C'est que c'est pas une erreur, on l'a bien quantifié, mais ça va arriver un jour. Fait que je ne sais pas à quel point c'est une erreur. Tu sais. Okay. En tant que tel, il faut juste combattre faut juste combattre, en fait, l'espèce d'intuition que les gens ont. Tu sais. Non, OK, c'est basé sur des vrais chiffres, puis ça va arriver à un moment donné. Ça va arriver à un moment donné. Mais c'est ça, OK. C'est normal. OK. Dans le fond, j'imagine, est-ce qu'on utilise un peu de machine learning en plus des statistiques pour augmenter justement la qualité de ces incertitudes-là? Oui, je pourrais dire oui. La statistique est incluse dans le machine learning. Okay, donc, c'est une branche du machine learning. Si vous voulez, le machine learning est beaucoup plus large que la statistique, mais la statistique est quand même incluse dans le machine learning. C'est une façon d'apprendre, si on veut. Okay. Mais il y a des méthodes de machine learning qui sont purement algorithmiques, okay, donc qui ne touchent pas à la statistique. Mais pour des problèmes, en fait, les deux peuvent aller ensemble ou les deux peuvent être en compétition, Okay. si on veut. Puis oui, on le voit maintenant qu'il y a différentes entreprises sérieuses ou différents problèmes qui utilisent en fait des méthodes de machine learning qui sont plutôt algorithmiques pour augmenter la qualité des prédictions. Oui, on le voit en fait. OK. Et justement, les méthodes avec le machine learning, ça se déroule souvent comme un peu en boîte noire. On ne sait pas trop comment l'algorithme fait pour comme arriver à une certaine résolution. On sait qu'est-ce qu'on lui a donné comme dans l'entraînement, mais on ne sait pas comment il a fait comment il a pris sa décision. Comment on peut comme combattre cette peur-là de ne pas comprendre comment la machine a fait pour arriver à la décision finalement? Ben, c'est une excellente question à laquelle j'ai pas de réponse. Okay. Dans le sens que, justement, j'essaie de ne pas utiliser l'espèce de système de boîte noire parce que, justement, moi, je travaille avec le gouvernement la plupart du temps pour soit la définition de zone inondable ou dans le code de construction des bâtiments. Et là, je dois justifier chacune de mes étapes. T'sais. Et puis, dans l'aspect statistique, je suis capable, dans un modèle statistique, d'interpréter chacun de mes paramètres. De dire, ben, ça, je l'ai obtenu pour ça, puis je suis capable de l'interpréter, puis je suis capable de l'illustrer sur un graphique, de justifier chacune de mes étapes qui m'a mené à ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai confiance en ma solution. Okay. Donc, c'est pour ça que je préfère les approches plus de type statistique quand on va plus dans le côté législatif ou gouvernementaux. Okay? Je comprends. Habituellement, ces approches-là, plus purement statistiques, performent un peu moins bien en prédiction. Okay? Donc, en prédiction pure. Okay? Parce que la statistique, en fait, il y a comme deux branches, si on veut, ou comme deux buts, si on veut prédire et comprendre un phénomène. Okay? Donc, en prédiction, habituellement, sont un peu moins c'est un peu moins performant que les méthodes plus type algorithmique du machine learning. Cependant, on
on interprète beaucoup mieux les modèles et puis on gagne la compréhension sur le processus physique habituellement en utilisant des modèles statistiques. Les modèles de machine learning sont extrêmement performants en prédiction. Donc, on peut des fois utiliser une combinaison des deux, mais dans mon cas, j'essaie de rester en statistique vu que je dois justifier à la fin là, pourquoi j'ai utilisé ceci plutôt que cela, etc. OK, je comprends. Ça fait du sens. Mais il y en a qui le font, hein. Comme je collabore aussi avec Hydro-Québec, puis eux, ils doivent prédire comme au jour le jour, c'est quoi le débit qu'il y a dans la rivière, ou c'est quoi la demande électrique qu'il va y avoir. Donc là, eux autres, il y a des problèmes de prédiction pure. Et puis, oui, ils s'en vont vers des méthodes de machine learning, puis plus algorithmiques. Puis ils ont raison, en fait, parce qu'ils ont besoin de prédire de façon précise la demande ou la quantité d'eau qu'il va y avoir dans la rivière au jour le jour. Puis, ils n'ont pas besoin de tout comprendre ce qui se passe. Ils ont besoin d'un chiffre à la fin. Donc, ouais, je pense que ça... dans leur cas, c'est totalement justifié de passer à des approches plus modernes, si on veut. OK, je comprends. Et puis justement, là, les politiciens, est-ce qu'ils comprennent la nécessité de vos recherches? Politiciens, j'ai aucune idée. Moi, je les côtoie pas vraiment, en fait. Okay. Moi, Sinon, le gouvernement, les fonds de recherche, j'imagine qu'ils partent dans quelque part, puis est-ce que ça se retrouve comme des fois bloqué? Est-ce que c'est un problème? Vous avez pas mal toujours des recherches de ce côté-là à faire, puis les parties impliquées sont toujours intéressées, puis ils savent qu'ils en ont besoin justement de comprendre ces phénomènes-là à l'aide de résultats comme statistiques. Oui, donc justement, les politiciens, je ne sais pas à quel point ils sont conscients, parce que je ne les côtoie pas, mais je côtoie beaucoup les fonctionnaires, soit au ministère de l'Environnement, les fonctionnaires municipaux. Eux sont totalement conscients de la nécessité de nos approches, puis de l'utilité, c'est eux autres mêmes qui viennent nous voir pour nous demander de l'aide, des demandes de collaboration. Donc, oui, ils sont conscients. Pour les demandes de subventions, moi, je suis encore jeune, j'en ai juste fait quelques-unes pour l'instant, là, fait que j'ai pas encore le recul nécessaire pour dire, pour avoir un avis sur la grosse structure de comment ça fonctionne. Là. Mais cela dit, je trouve que comment ça fonctionne dans les villes ou, mettons, au ministère de l'Environnement, j'ai l'impression que les fonctionnaires sont assez... en fait, sont super compétents. C'est des gens qui veulent aller de l'avant, puis ils font vraiment confiance à la recherche universitaire. Là. OK. On va revenir au sujet des jeux de données. Est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à ces jeux de données-là? Est-ce que on a dit que justement les inondations, c'était très confidentiel, fait que vous n'y aviez pas tout le temps accès à cause des compagnies d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres types de confidentialité au niveau des inondations, des jeux de données que vous prenez? En environnement, il y en a moins de contraintes comme ça. C'est vraiment plus sur les sinistres qu'il y en a. Mais sinon, en environnement, il n'y en a pas vraiment de contraintes sur les jeux de données. Les jeux de données sont assez ouverts. OK. Donc, ça va relativement bien. Tu sais, c'est pas comme en sciences de la santé où il y a des patients humains impliqués etc. Non, c'est assez ouvert. Là. OK. Puis généralement, ces jeux de données-là, est-ce que c'est possible d'en faire une mauvaise utilisation? Ça n'a pas comme vraiment d'impact? C'est toujours possible de faire une mauvaise utilisation des jeux de données. Mais mais tu sais, si on fait une bonne utilisation, c'est parfait. Là, ouais. OK. Puis justement, si on fait une mauvaise utilisation, est-ce que les compagnies d'assurance, justement, pourraient pas en abuser, mettons, de ces jeux de données-là, comme augmenter les coûts là, de certains endroits, certains secteurs, comme de façon trop élevée à cause qu'ils sont plus sujets à des inondations? Là, ça, je peux pas dire exactement. Parce que justement, le domaine de l'assurance, c'est un domaine qui est très, très, très réglementé. Puis il y a des collègues puis des confrères là, qui se spécialisent vraiment dans la statistique pour l'assurance, là, justement, qui maîtrisent ça. Mais le domaine de l'assurance au Canada, en fait, est extrêmement réglementé. Okay? Donc, on a
ça se peut que je me trompe, là, mais je pense que la compagnie n'a pas le droit de charger plus qu'un certain montant par rapport au risque. Ils doivent montrer comment ils ont développé la prime du produit, etc. Peut-être que je me trompe, là, mais je pense que c'est comme un domaine qui est assez bien réglementé, en tout cas, du moins au Canada. Moi, dans mon cas, j'ai déjà aidé une compagnie d'assurance à développer un produit sur les assurances d'inondation côtières. Et puis, ils prenaient ça très au sérieux. Donc, la collaboration s'est bien passée. Donc, c'était une équipe multidisciplinaire. Ils ont pris ça au sérieux, puis ils ont développé un produit d'inondation qui, je pense, était juste comme... Et le client a toujours le choix, après ça, de pas prendre le produit ou de le prendre, tu sais. Fait qu'au final, ça devient comme plus quelque chose comme des produits intéressants, qui peut être plus intéressant justement pour les clients, parce qu'il peut être mieux protégé s'ils sont présents. Peut-être, tu sais, OK. comme là, le produit d'inondation côtière, c'est un produit qui n'existait pas avant. Donc, comme là, maintenant, le client avait l'opportunité de payer un peu plus cher son assurance habitation pour être protégé en cas d'inondation côtière. Donc, il y a le choix après ça de le prendre ou pas, tu sais. OK. Mais je ne sais pas si c'est bon ou pas pour le client, tu sais, comme je suis pas spécialisé là-dedans, là, mais moi, je m'occupais juste de calculer les niveaux d'eau, là. Mais au final, ça devient comme un peu un avantage parce qu'il y a ce choix-là en plus. Fait que, comme vous dites, il n'est pas obligé de le prendre s'il peut pas. Le prendre, c'est ça. C'est ça, OK. Parfait. C'est ce qui conclurait la section plutôt sociale là, de mon côté. Je sais pas si tu avais des questions plus, Marjorie. Ben moi, c'est peut-être plus par rapport comme aux politiciens et fonctionnaires qui comprennent quand même bien les enjeux, sans nommer, ou je peux le nommer, mais l'ancien président, tout juste l'ancien président des États-Unis qui peut-être véhiculait des pensées un petit peu traditionnalistes par rapport à l'environnement. Est-ce que genre ça vous affecte, mais est-ce que ça vous décourage un peu, ou est-ce que vous réalisez ou vous rencontrez quand même souvent des gens qui croient pas vraiment en ces changements-là, puis que ça, peut-être pas que ça vous freine vous, parce que vous travaillez avec le gouvernement, puis ces gens-là sont quand même dans un ministère de l'Environnement, là, ils ont quand même je pense que c'est peut-être des gens un petit peu plus sensibilisés, mais est-ce que vous faites face des fois à des genres de blocages un peu comme ça, de gens qui ont peut-être un petit peu des pensées un petit peu plus traditionnalistes par rapport au changement climatique, enjeux climatiques? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. L'anecdote aussi, si vous voulez, on travaille avec du monde aux États-Unis, là, quand même, là, des chercheurs aux États-Unis, puis même avec les dernières années, eux, ils n'ont pas changé d'opinion, puis ils ont continué à faire leurs recherches, là, je veux dire, OK. ils participaient au congrès, puis ils étaient juste autant découragés que tout le monde, là. Ce que ça a changé, par contre, c'est que les grands organismes américains comme le NCAR, je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire, l'acronyme, là, mais qui était une source de données ouvertes environnementales, ben, c'était beaucoup plus difficile d'aller chercher des données. Okay? Donc, moi, des fois, j'allais chercher des données comme au nord de la frontière, tu sais, pour compléter, des fois. Ouais. Et puis, ben là, ça devenait plus compliqué à aller chercher ces données-là, tu sais. Parce que là, c'était comme gouvernemental, mais les chercheurs dans les universités, ils n'ont pas changé de philosophie là, du jour au lendemain. OK. Fait que j'imagine que la fonction publique américaine non plus nécessairement. J'imagine. C'est quand même rassurant. C'est rassurant. OK, ben, si on passe plutôt maintenant aux enjeux économiques, on a pas mal trempé dedans là, lors du dernier volet. Selon vous, justement, votre avis sur les financements gouvernementaux par rapport au modèle de prédiction, au modèle statistique, ce que j'ai compris, c'est que selon vous, c'est quand même suffisant. Là. Est-ce que c'est présent, c'est sûr? Est-ce qu'il y en aurait besoin d'en avoir plus? C'est difficile encore pour moi de répondre à ça parce que je suis encore un jeune chercheur, là, si on veut. J'ai pas encore la vue d'ensemble. Ce qui m'apparaît, c'est que la recherche sur les mathématiques appliquées semble être relativement bien financée. Okay. Est-ce que ça pourrait être mieux? Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres sciences qui sont négligées? Peut-être aussi. C'est ça, il manque l'aspect plus vue d'ensemble là, pour l'instant. Ça serait un petit peu dur pour moi de répondre à ça. OK, parfait.
Puis, est-ce que vous pensez que présentement, là, les enjeux du changement climatique sont souvent une priorité gouvernementale ou pas encore assez? Ben là, ça, c'est difficile à répondre. Ouais, c'est très général, là, c'est... Ce que je peux dire, tu sais, là, je vais dire mon opinion personnelle, là. Dans le fond, je représente pas comme l'ensemble des chercheurs, probablement, mais tu sais, moi, je travaille avec les données climatiques à tous les jours, là. OK? Donc, je travaille avec les vagues de chaleur, les crues, les précipitations extrêmes. Donc, nous, tu sais, comme on va vivre en 2050 des bouleversements climatiques, là. En 2050, là, une vague de chaleur qui arrivait aux 100 ans comme aujourd'hui va arriver aux 5 ans en 2050. Là, okay? Donc, c'est quantitatif. Là, okay? Donc, nous, on va vivre ça, okay, ce bouleversement. Ça. Donc, moi, je vois des impacts comme ça. C'est pas abstrait, là. C'est très concret. Là. Donc, je sais qu'on va vivre ça, ce genre de choses-là. Puis, juste les vagues de chaleur, ça peut avoir l'air anecdotique, mais non, ça a une influence sur tout. Ça a une influence sur la qualité des récoltes, mettons. Ça a une influence sur la demande en énergie. Ça a une influence sur un paquet de choses. Okay? Donc, moi, quand je regarde ça, je me dis qu'on n'en fait pas assez en général comme l'humain. Okay? Je pense que, tu sais, l'accord de Paris, c'est bien beau, là, limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, là, puis même qu'il y en avait qui voulaient aller plus loin avec 1,5 degrés Celsius, mais il faut s'y attaquer dès maintenant avec des mesures drastiques, je pense. Là. Okay? Inéluctablement, on va vivre des bouleversements, là, mais il faudrait quand même limiter l'amplitude de ces bouleversements-là. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de mesures de... Tu sais, on étudie beaucoup pour s'adapter. Justement, tu sais, moi, mes projets, c'est beaucoup des projets d'adaptation. Justement, on redéfinit les zones inondables, on étudie les vagues de chaleur pour se préparer à les prochaines vagues de chaleur, tu sais, aménager les villes pour se préparer, mais encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'on devrait être plus agressif sur le fait de limiter ces bouleversements-là au lieu de s'adapter. Okay? Puis c'est pas juste au Canada, je veux dire, c'est mondial. Là. Je trouve qu'on devrait en fait vraiment essayer de respecter l'accord de Paris d'un point de vue mondial. Wow, j'aurais dû poser cette question-là en dernier, là, ça aurait fait une belle conclusion. mais ça fait déjà plusieurs années justement qu'on entend ça, là, que ça va arriver, des gros changements, puis oui, ça va être bouleversé, puis ça fait, je sais pas si vous savez, mais ça fait après combien de temps que, vous le savez, là, que ça va être inévitable et que c'est assez concret, ça doit pas être, on vient pas tout juste de le savoir, j'imagine. Là. Ça fait à peu près combien de temps que c'est concret? Non, ça fait depuis, tu sais, ben, que le grand public le sait, tu sais, je pense que Al Gore, il avait quand même fait un bon documentaire et tout. Je pense que ça date d'au moins une quinzaine d'années, ça, moi, est bonne. Je sais pas, 10. Si pas plus, là. Ouais. Ouais. Tu sais, qu'on le sait, puis, tu sais, il y a le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat aussi, qui fait des super bons rapports. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit, mais on dirait que pour les gens, c'est pas concret. Ça va. Donc, ouais. Mais les scientifiques le savent depuis un certain moment. Là. OK. Je vais ressortir un peu là, de ce sujet-là. Là. Ma question va être plate par rapport à la dernière, mais les modèles statistiques, est-ce qu'on a vu Est-ce que concrètement, on a vu que ça a aidé à réduire les dommages causés par les désastres naturels? Est-ce qu'on a eu moins de problèmes d'inondation, mettons, dans un secteur à cause qu'on savait qu'il y avait plus d'inondations côtières, des choses genre? Ben, tu sais, c'est des choses préventives qu'on voit souvent pas parce que, justement, parce qu'on empêche de construire basé sur la délimitation qui est basée sur un modèle statistique. Donc, mettons, si on dit que cette zone-là, elle est inondée trop souvent, ben, le trop souvent, on le quantifie avec un modèle statistique. Fait que, tu sais, on le voit pas vraiment, parce qu'on n'a jamais construit là, parce qu'on n'a jamais permis de construire. Ouais. Donc, fait que la plupart du temps, on le voit pas, là. Puis là, maintenant, ce qu'on voit avec les plus en plus de sinistres qui arrivent, c'est que, ben, justement, la délimitation qui avait été faite,
soit pour les crues, soit pour les précipitations qui deviennent de plus en plus intenses, ben, c'est que les anciennes réglementations ne tiennent plus la route avec les bouleversements qu'on commence à vivre. Là. Okay, donc là, il faut mettre à jour ces normes-là, si on veut. Puis là, c'est ce qu'on est en train de faire. Là. OK. Ben, ça conclurait pas mal mes questions par rapport à l'économie. Je sais pas, pour finir, peut-être, si vous pourriez, peut-être pour revenir un petit peu au sujet, quand même assez... parce qu'il y en a beaucoup à dire. Bref, ouais, c'est sûr. Mais quelles mesures vous pensez qui seraient peut-être plus impératives, justement, de comme mettre en place dès maintenant pour justement limiter, je sais pas si c'est par rapport au domaine agricole ou c'est quoi qui est peut-être plus impératif à prendre comme mesure dès maintenant? Là? C'est une bonne question, en fait. J'étais pas préparé à ça. J'étais pas préparé à ça, mais je sais pas. Hein, je sais pas si c'est comme... je pense que c'est un mélange entre comme comportement individuel et puis comme politique énergétique. Je pense que c'est un mélange des deux, un heureux mélange des deux qu'il fallait faire. Mais ça me fait penser, il y a la tendance végétarisme, véganisme. Est-ce que puis il y en a beaucoup que leur motif derrière, c'est ben là l'industrie alimentaire, mais surtout de la viande, là, c'est comme énormément polluant. Oui. Est-ce que c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que dans la responsabilité individuelle, justement, qui est peut-être une mesure impérative, le changement de style alimentaire entrerait là-dedans, ou c'est peut-être plus une préférence personnelle à votre avis, je sais pas? Je sais pas, parce que ça, moi, je suis pas vraiment expert là-dedans. Dans le fond, il y a il y en a qui se spécialisent dans l'étude des comportements humains, quel effet ça a sur le climat ou plus généralement, en fait, sur les écosystèmes. Là, je serais pas capable de dire. Si tu me demandes mon avis personnel, ben, c'est sûr que l'élevage de masse a comme plus d'allure. L'élevage industriel, on peut plus genre tolérer ce genre de choses-là. Non seulement ça pollue, mais ça a des impacts en plus écologiques parce que les animaux sont tellement tassés qu'ils développent plein de maladies, puis on les vaccine pour contrer ça. Puis, c'est comme... Je pense que c'est une vieille façon de faire là, qu'on devrait abolir. OK, ben, mon Dieu, j'ai comme plein de questions, mais là, je sais pas si, en tout cas. Mais, non, peut-être en dernier, là, par rapport au domaine agricole qui pourrait être très impacté par justement les vagues de chaleur, est-ce que c'est que leur production serait peut-être... en fait, ce serait quoi leur changement? Ce serait comment ils pourraient changer? Ben, en fait, comment ils seraient impactés si on fait pas quelque chose? Comment ils devraient changer leur pratique? Ça va être des serres, ça va être à l'intérieur, ça va être continuer à l'extérieur, mais il va y avoir peut-être pas des infrastructures, mais des technologies qui vont... Je sais pas, là, c'est vraiment une question que je sors là, mais c'est quel genre, où on le sait pas, mais comment ça pourrait changer, justement, mais pour qu'ils puissent continuer à produire, même s'il y a ces gros changements-là qui arrivent très, très bientôt. C'est une bonne question. C'est pour ça que ça prend des équipes multidisciplinaires. Moi, je vais comme résumer mon rôle en... Moi, je calcule des probabilités. Dans le fond, c'est ce que je fais. Je calcule des probabilités, puis c'est tout. Après ça, je donne ces chiffres-là comme aux différents experts. Fait que à ce moment-là, je pourrais donner les experts à un agronome. Je veux dire, comme attends-toi en 2050 d'avoir des vagues de chaleur de telle amplitude qui se produisent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Ou comment tu peux adapter tes cultures ou tes systèmes d'irrigation ou peu importe. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment travailler en équipe multidisciplinaire. Donc, moi, je suis un pro des... Je
veux pas paraître prétentieux, mais capable de calculer des probabilités, comme d'extrapoler au-delà de vue, de considérer l'incertitude, puis après ça, je donne cette information-là à ceux qui sont plus compétents que moi pour faire des études d'impact puis des études d'adaptation. D'ailleurs, je pourrais dire que je travaille toujours en collaboration avec des équipes multidisciplinaires, que ce soit à Ouranos à Montréal, qui est un centre d'expertise justement en changement climatique, qui regroupe beaucoup d'experts multidisciplinaires sur les changements climatiques. Ben, justement, c'est avec des équipes comme ça qu'on peut vraiment faire une différence là, pour la recherche sur les changements climatiques. Mm-hmm. Ben, une chose est sûre, c'est que ta question sur les vagues de chaleur et l'agriculture est super importante parce qu'en 2003, lors de la vague de chaleur en France, il y a eu des milliards de dollars de cultures qui ont été perdues. Là. Juste perdues dans les champs. Ben oui, puis même maintenant, ça arrive pratiquement chaque année. Là, début juillet, il y a toujours une vague de chaleur, puis même une année, ça impacte les récoltes, effectivement, mais tu me rappelles l'année où personne n'a pu aller cueillir des fraises parce que ça avait comme tout brûlé les champs de fraises, là, tu sais, comme, ça arrive, pour vrai, ça arrive quand même assez souvent, c'est comme, c'est quasiment dans le quotidien, chaque été, il y a toujours 2-3 vagues de chaleur, puis, mais ça peut impacter les récoltes de tout l'été ou les activités agricoles de tout l'été, tu sais, que ça soit ouvert au public ou pas, là, pas juste les cueillettes autonomes, là, mais, en tout cas. Ouais. Que c'est assez... On finit avec un champ de fraises, c'est pas... Mais en tout cas, ça pour dire qu'on le voit quand même assez souvent maintenant, en tout cas, même ici. Fait que, je pense que ça conclut assez bien sur ça, les champs de fraises, l'entrevue, mais merci, Monsieur Jalbert, d'avoir participé à cet entretien-là. Ouais, merci beaucoup. Merci. Puis bonne journée, puis à la prochaine, on espère peut-être avec la COVID, on sait pas. Ouais, merci à vous.